Ok, donc voici Roussel Folas qui revient. J'ai l'impression que je ne me suis pas présenté dans la précédente vidéo. Alors, dans la première vidéo, je parlais, n'est-ce pas, de l'importance qu'il y a en ce moment de tension ou alors de crise due au coronavirus, on appelle Covid-19. Il était impératif, n'est-ce pas, de rester chez soi parce que la solution ultime en ce moment, c'est de rester chez soi parce que il n'y a rien que nous puissions faire qui puisse être plus important que de sauver nos vies et les vies de nos proches en ce moment. Et dans la vidéo, à la fin de la vidéo, j'essayais de, n'est-ce pas, insister sur le fait que beaucoup d'États prennent des dispositions sur le plan social pour accompagner la population qui est fermée à la maison, disons comme ça. Tout le monde est dans le confinement, ça veut dire qu'il n'y a pas de travail. En dehors, bien sûr, de nos médecins, nos soldats de la médecine. Alors, je précisais dans cette autre vidéo que il y a sûrement, et beaucoup d'États sont en train de le faire, en l'occurrence les États-Unis, prendre des mesures pour accompagner ces personnes qui sont à la maison, qui ne peuvent pas travailler à cause justement du coronavirus. Et cette vidéo actuelle, c'est, n'est-ce pas, pour faire savoir les quelques grandes lignes des dispositions prises par le gouvernement américain pour maintenir sa population dans un état financier pas aussi stressant que c'est en train de l'être, ou que beaucoup pensent qu'ils seront. Alors, il y a tellement de mesures qui sont prises et je vais comme ça élucider quelques-unes. Et s'il y a du temps, j'entrerai un peu dans quelques détails pour que chacun puisse comprendre s'il s'y retrouve et que chacun puisse savoir si ça vaut la peine vraiment de risquer sa vie parce qu'il faut qu'on aille travailler. Alors, je parle ici de la position de ce qu'on appelle individuals, c'est-à-dire les contribuables. Je ne parle pas de la position des business parce que le gouvernement américain a pris des mesures non seulement pour sauver les contribuables que nous sommes, mais également pour sauver les business. Je veux dire, pour faire savoir aux business que c'est pas la fin du monde. Mettre tout à leur disposition pour que ceux qui peuvent penser au-delà de la mêlée puissent, n'est-ce pas, prendre l'avantage et survoler cette période. Alors, et sur le plan, n'est-ce pas, individuel, il y a toute une batterie de mesures et de lois qui ont été votées par le Parlement et signées par le président américain. La première mesure, ou alors la mesure qui concerne les individus, se situe à quelques niveaux. Je vais comme ça parler du fameux package, stimulus package, comme les gens appellent, que tout le monde connaît bien sûr. Le stimulus package, c'est en principe une mesure d'urgence qui a été votée par les sénateurs américains et approuvée par le gouvernement pour distribuer pratiquement 1200 $ à chaque famille. Si c'est une famille, 1200 $, ça signifie 2400 pour une famille de deux, ça veut dire l'homme et la femme, ça fait 2400. S'il y a des enfants mineurs, du moins ce qu'on appelle qualified dividend, ça veut dire en dessous de 18 ans. S'il y a des enfants, ça fait 500 $ par enfant. Alors, c'est la première mesure. Ça veut dire toute personne vivant aux États-Unis, qu'importe ce que tu es en train de faire, tu vas recevoir 1200 $ par tête, par adulte, et 500 $ pour chaque enfant. À côté de cette mesure, il y a, n'est-ce pas, la mesure d'expansion
la mesure d'expansion du programme de chômage. En principe, lorsque tu perds ton travail, une situation dans laquelle beaucoup de personnes se trouvent actuellement, tu perds ton travail parce que c'est fermé. Si c'est fermé, alors tu ne sais même pas quand ça va recommencer. Alors tu es à la maison. Qu'est-ce que tu fais? Tu appliques, comme on appelle ça communément ici, pour le chômage. On appelle ça un employment. Et lorsque tu obtiens le chômage, tu dois être effectivement en train de chercher un autre boulot. Mais ce qui se passe, c'est que si on veut appliquer cette mesure, personne ne pourra avoir le chômage parce que où est-ce que tu vas chercher du boulot si presque tous les boulots sont fermés? En principe, les business sont en train de fermer. Où est-ce que tu vas pouvoir trouver, n'est-ce pas, du boulot ou encore prouver que tu es en train de chercher du boulot? Il n'y a que 2 ou 3 entreprises qui ont saisi l'opportunité et recrutent. Mais le reste, alors, il y a cette mesure d'expansion. C'est la plus grosse mesure même. C'est la plus grosse mesure. Elle est plus importante même que la première mesure de $1 200 qu'on va partager aux résidents. Notamment la mesure de distribution sera bien sûr, je pense que ça a été longuement communiqué dans tous les médias. Sera soit par chèque, je veux dire par direct deposit, si tu as fait tes déclarations fiscales, par direct deposit, c'est-à-dire on dépose directement dans ton compte, ou encore si tu as fait par chèque, alors on va envoyer le chèque à l'adresse qui est dans ton tax return que tu as fait. Donc voilà ce qui va se passer. Si tu as déménagé, alors tu peux contacter le IRS pour pouvoir changer ton adresse. Il va faire savoir quelle est ton adresse et surtout si tu n'as pas fait le direct deposit pendant que tu faisais les taxes. Donc ça c'est la première mesure, ça c'est la disposition qui est faite pour les 1200. Alors concernant la deuxième grosse mesure, cette deuxième grosse mesure, comme j'ai dit tantôt, concerne la disposition qui permet d'aider ceux qui sont maintenant à la maison. Il y en a des millions. Pardon. Et la semaine passée, il y a le nombre de personnes qui ont appliqué pour le unemployment, comme on appelle ainsi, était à 3 millions, je crois 3,2 millions de personnes. Alors que les 2 semaines avant, c'était seulement à 200 000. Donc il y avait déjà 3 millions de personnes qui ont appliqué pour un emploi. Alors ces mesures visent beaucoup plus à limiter le nombre de personnes qui vont faire pour un emploi. Très rapidement, j'entre dans ces 2 grosses mesures. La première mesure, n'est-ce pas? La première mesure qui a été adoptée dans l'expansion de unemployment benefit, comme on appelle souvent, c'est de créer une nouvelle disposition qui s'est appelée Family First Coronavirus Response Act. C'est une loi qui a été votée, signée par le président le 18 mars 2020. Il y en a beaucoup qui ne sont pas au courant parce qu'on était concentré seulement au gros paquet de 2 trillions de dollars dans lesquels on faisait allusion aux 1200 dollars. Donc, il y en a 2 mesures. Il y en a 2, comme j'ai dit tantôt. La première mesure, c'est ce qu'ils ont appelé Family First Coronavirus Response Act. La deuxième mesure s'appelle Coronavirus Health Relief and Economic Security Act. La première, en fait, c'est une disposition qui vient augmenter le champ d'application de ce qu'on appelle ici Family Leave ou encore Sick Leave ou encore Sick Pay. Donc, cette mesure vient augmenter le champ d'application de ceux qui peuvent être qualifiés, ceux qui peuvent être éligibles pour pouvoir prendre des congés et être payés pendant ces congés-là. Ou encore même ne pas être renvoyés. Parce que parfois même si tes congés ne sont pas payés, tu ne peux pas les prendre n'importe comment. Donc déjà pour prendre ces congés, il faut que tu sois éligible. Alors cette mesure qu'on a abrégée FFCRA
permet d'étendre le champ d'application des personnes qui peuvent être éligibles pour des congés. Et la deuxième mesure, c'est une disposition en fait qui existe dans la grosse loi qui a été votée. C'est une disposition du chômage, un employment bénéfique qui se trouve dans la grosse disposition de ce qu'on a appelé CARES Act. Cette mesure qui se trouve dans cette grosse disposition permet en gros, avant que je n'y entre en détail, permet, n'est-ce pas, de prolonger la durée du unemployment, la durée du chômage que tu puisses prendre. Et également, d'augmenter un peu de fonds sur ce que les employés qui sont en chômage devraient normalement recevoir. Donc voilà un peu en gros ce que la disposition sur la modification ou l'expansion du chômage, du programme de chômage prévoit. Donc voilà en gros cela. Et maintenant, alors comme je disais tantôt, la première mesure qu'on a appelée le stimulus package, qui permettait aux taxpayers, ça veut dire les contribuables, de recevoir 1200. J'ai oublié de signifier tout à l'heure que c'est une mesure qui phase out, comme on appelle souvent ce langage fiscal. Ça phase out entre 75 000 et 99 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, lorsque ton salaire annuel atteint 75 000, les 1200 commencent à diminuer. Si ton salaire c'est 80 000, tu n'auras plus 1200. Tu auras sûrement 1100, 1050 ou alors 900. Plus ton salaire augmente, moins ce que tu dois recevoir augmente. Ou alors, plus ton salaire augmente, plus ce que tu dois recevoir diminue. Plus ton salaire augmente, plus ce que tu dois recevoir diminue. Au point où, lorsque tu atteins 99 000, alors ce que tu dois recevoir devient zéro. On dit que ça fait out entre 75 000 et 99 000. Donc, c'est la petite précision que je voulais faire par rapport au stimulus package. Mais concernant les $500 pour les dependents, tout le monde le sait déjà. Alors, je vais entrer un petit peu, donner quelques petits détails concernant la disposition de unemployment. Parce qu'il faut préciser, comme j'ai dit tantôt, hier on a reçu près de 3 millions. Aujourd'hui, on doit être à plus de 3 millions parce que 3 millions, c'était à la fin de la semaine passée. Alors, l'État a pris deux grosses dispositions que j'ai décrites tout à l'heure. Maintenant, je parle un petit peu en détail pour qu'on puisse savoir ce qui se trouve dans chacune de ces dispositions. Chacune des dispositions a pour but de résoudre un problème précis. J'ai parlé, n'est-ce pas, dans la disposition concernant le unemployment. Il y en a pratiquement, en gros, peut-être 3 mesures à l'intérieur. La première mesure se trouve dans la première loi qu'on appelait FFCRA, First Family Coronavirus Response Act, qui a pour but de faire quoi? De venir en secours aux States pour pouvoir les mettre à leur disposition non seulement plus de ressources financières, c'est-à-dire que cette loi qui a été votée, je l'ai dit tantôt, le 18 mars 2020, met à la disposition de chaque État 1 billion, ça veut dire 1 milliard de dollars. Ça, c'est 50 milliards de dollars concernant seulement le unemployment. Donc, l'État met ça au fonds qui existe déjà dans chaque state. Parce que chaque state a un fonds de unemployment. Dans les circonstances normales, plusieurs personnes peuvent appliquer pour l'unemployment lorsqu'ils perdent leur travail. Cette disposition vient renforcer les fonds disponibles pour chaque État. Et cette disposition est tellement forte. Non seulement elle vient renforcer, mais elle vient aussi encourager les États, n'est-ce pas, à limiter le nombre de temps d'études pour pouvoir permettre à une personne qui applique pour un unemployment de commencer à recevoir cet unemployment-là. Alors, ce qui se passe, c'est que beaucoup d'États, il n'y a que 7 États à ce jour qui ne sont pas en train de s'aligner sur cette volonté de rendre plus rapide le processus de l'employment. Ce qui fait que les États
dans le souci de rendre ce processus plus rapide pour ceux qui vont appliquer pour l'unemployment, pour le chômage, permettre même à l'entreprise, c'est-à-dire que permettre à l'entreprise d'appliquer pour l'employé. Ça veut dire que si tu travailles et que à cause de ce qui se passe, tu es à la maison, ton entreprise peut appliquer pour toi. Ça permet d'éviter le processus. Avant, n'est-ce pas, il fallait, lorsque tu appliques par toi-même, on te demande où est-ce que tu travaillais, pourquoi est-ce que tu ne travailles plus. Ça devient comme une investigation. Tout ce que tu dis, on va aller vérifier avec ton employeur. Tu peux dire que on t'a chassé alors que c'est toi qui as laissé le travail. On peut te payer le chemin si toi tu as laissé le travail. Il faut que ce soit une raison vraiment qui ne dépend pas de toi. Alors, le processus normal, c'est qu'on va normalement, d'après toutes les déclarations que tu fais dans le formulaire que tu remplis, on va chez ton travail, on interroge avant de revenir te répondre. Alors, pour speed up le process, pour rendre le process plus rapide, tant pour moi, on a permis, les États ont permis à chaque entreprise qui est victime de ce qu'on est en train de voir maintenant. Alors, comme je disais tantôt, la première mesure qu'on a appelée le stimulus package, qui permettait aux taxpayers, ça veut dire les contribuables, de recevoir 1200. J'ai oublié de signifier tout à l'heure que c'est une mesure qui phase out, comme on appelle souvent ce langage fiscal. Ça phase out entre 75 000 et 99 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, lorsque ton salaire annuel atteint 75 000, les 1200 commencent à diminuer. Si ton salaire c'est 80 000, tu n'auras plus 1200. Tu auras sûrement 1100, ou 1050 ou avoir 900. Plus ton salaire augmente, moins ce que tu dois recevoir augmente, ou alors plus ton salaire augmente, plus ce que tu dois recevoir diminue. Plus ton salaire augmente, plus ce que tu dois recevoir diminue. Au point où, lorsque tu atteins 99 000, alors ce que tu dois recevoir devient zéro. On dit que ça fait entre 75 000 et 99 000. Donc, c'est la petite précision que je voulais faire par rapport au stimulus package. Mais concernant les $500 pour les dependents, tout le monde le sait déjà. Alors, je vais entrer un petit peu, donner quelques petits détails concernant la disposition de unemployment. Parce qu'il faut préciser, comme j'ai dit tantôt, hier on a reçu près de 3 millions. Aujourd'hui, on doit être à plus de 3 millions parce que 3 millions c'était pour la fin de la semaine passée. Alors, l'État a pris deux grosses dispositions que j'ai décrites tout à l'heure. Maintenant, je parle un petit peu en détail pour qu'on puisse savoir qui se trouve dans chacune de ces dispositions. Chacune des dispositions a pour but de résoudre un problème précis. J'ai parlé, n'est-ce pas, dans la disposition concernant l'unemployment. Il y en a pratiquement, en gros, peut-être 3 mesures à l'intérieur. La première mesure se trouve dans la première loi qu'on appelait FFCRA, First Family Coronavirus Response Act, qui a pour but de faire quoi? De venir en secours aux States pour pouvoir les mettre à leur disposition non seulement plus de ressources financières, c'est-à-dire que cette loi qui a été votée, je l'ai dit tantôt, le 18 mars 2020, met à la disposition de chaque État 1 billion, ça veut dire 1 milliard de dollars. Ça c'est 50 milliards de dollars concernant seulement le unemployment. Donc l'État met ça au fonds qui existe déjà dans chaque state, parce que chaque state a un fonds de unemployment. Dans les circonstances normales, plusieurs personnes peuvent appliquer pour l'unemployment lorsqu'ils perdent leur travail. Cette disposition vient renforcer les fonds disponibles pour chaque État. Et cette disposition est tellement forte. Non seulement elle vient renforcer, mais elle vient aussi encourager les États, n'est-ce pas, à limiter le nombre de temps d'études pour pouvoir permettre à une personne qui applique pour un unemployment de commencer à recevoir cet unemployment-là. Alors, ce qui se passe, c'est que beaucoup d'États, il n'y a que 7 États à ce jour qui ne sont pas en train de s'aligner sur cette volonté de rendre plus rapide le processus de unemployment. Ce qui fait que les États
dans le souci de rendre ce processus plus rapide pour ceux qui vont appliquer pour l'unemployment, pour le chômage, permettre même à l'entreprise, c'est-à-dire que permettre à l'entreprise d'appliquer pour l'employé. Ça veut dire que si tu travailles et que à cause de ce qui se passe, tu es à la maison, ton entreprise peut appliquer pour toi. Ça permet d'éviter le processus. Avant, n'est-ce pas, il fallait, lorsque tu appliques par toi-même, on te demande où est-ce que tu travaillais, pourquoi est-ce que tu ne travailles plus. C'est comme une investigation. Tout ce que tu dis, on va aller vérifier avec ton employeur. Tu peux dire que on t'a chassé alors que c'est toi-même qui a laissé le travail. On peut te payer le chemin si toi tu as laissé le travail. Il faut que ce soit une raison vraiment qui ne dépend pas de toi. Alors, le processus normal, c'est qu'on va normalement, d'après toutes les déclarations que tu fais dans le formulaire que tu remplis, on va sur ton travail, on interroge avant de revenir te répondre. Alors, pour speed up le process, pour rendre le process plus rapide, donc pour moi, on a permis, les États ont permis à chaque entreprise qui est victime de ce qu'on est en train de voir maintenant, des employés qui restent à la maison parce qu'ils ne peuvent plus travailler, de commencer en fait l'application pour qu'ils puissent avoir rapidement leurs fonds. Ça, c'est sur le plan de la forme. Mais en fait, ce que la loi fait en elle-même, la loi, comme j'ai dit tantôt, crée deux grandes dispositions. En fait, modifie ce qui existe déjà de façon temporaire. Elle modifie la loi sur ce qu'on appelle généralement Family Medical Leave. Quand des gens prennent des congés pour des raisons de maladie pour eux-mêmes ou parce qu'il y a un événement dans la famille, quoi que ce soit. Donc, généralement, les gens prennent ce congé-là pour l'appeler Family Leave. Alors, il y a une nouvelle Family Leave qui est créée, que cette loi appelle Emergency Family Leave. C'est dû exclusivement aux circonstances actuelles. Et cette disposition expire à la fin de l'année. Elle s'accompagne avec une deuxième disposition qui s'appelle Emergency Sick Leave. Emergency Sick Leave, en principe, c'est une disposition qui normalement existe. Tout le monde, quand tu travailles, tu peux prendre ce qu'on appelle Sick Day, Sick Pay. Un matin, tu ne te sens pas bien, tu appelles, tu dis que tu prends ton sick, tu appelles, tu call sick, comme on dit souvent, parce que tu as déjà tellement accumulé des nombres d'heures qui te permet de prendre des jours de maladie sans que tu ne sois pénalisé et tu es même payé pour ce moment-là. Alors, cette nouvelle disposition permet de donner à tout le monde. Bon, on va voir si on a du temps pour dans tout le temps, on verra qui qualifie. Mais presque tout le monde qualifie. Presque tout le monde est éligible. Donc, la nouvelle disposition permet à chaque travailleur de prendre ce qu'on appelle Emergency Sick Leave. À cause de ce qui se passe maintenant. C'est vrai, il y a toute une liste d'au moins 10 raisons pour lesquelles tu peux prendre. On a du temps, on va entrer en profondeur pour toutes ces raisons-là. Mais déjà, savoir que vous pouvez prendre le sick leave pendant cette période-ci. La raison principale, que ce soit pour le family leave ou bien pour le emergency sick leave, la raison principale, c'est que tu es atteint par le coronavirus ou un membre de la famille atteint par le coronavirus. Ou encore, une autre raison très évidente, c'est que, moi je donne les grosses raisons, quoi. Il y en a beaucoup. C'est que les enfants sont à la maison. Tout le monde s'y retrouve à l'intérieur. Les enfants sont à la maison, alors tu ne peux pas aller travailler parce que les enfants sont à la maison. Alors tu es à la maison pour prendre soin des enfants. Ou encore même qu'il n'y a pas d'enfants à la maison. Mais tu ne peux pas sortir parce qu'on demande que tout le monde reste à la maison. Même si ton entreprise continue de travailler. Ou encore que tu es à la maison, mais il n'y a pas moyen de travailler à distance, comme on le dit, comme beaucoup d'entreprises sont en train de faire pour l'instant. Donc, voilà en principe ce que le Family Leave essaie de faire. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils viennent donc changer la façon de considérer le Family Leave qu'on avait l'habitude de prendre. Et on octroie en principe 12 semaines de Family Leave aux gens. Cette disposition offre 12 semaines de Family Leave. Et bien sûr, est-ce que les Family Leave sont payés ou pas? Oui et non. On va sûrement entrer en détail. Mais je peux déjà dire que les 10 semaines, les 10 dernières semaines sont payées.
Ça veut dire que la première semaine, la deuxième semaine n'est pas payée. À partir de la troisième semaine jusqu'à la 12e semaine, vous êtes payé pendant cette période-là. Donc, imaginez donc que vous restez à la maison et que les 2 premières semaines, pour le family leave, et à partir de la troisième semaine, on te paye. Et pour le sick leave, vous en fait compense les 2 premières semaines qui ne sont pas payées. Ces 2 dispositions, il faut bien comprendre. Tu prends le family leave. Le family leave te donne 12 semaines. Pendant les 12 semaines, il y a 10 qui sont payés. Tu prends le sick leave. Le sick leave qui emergency sick leave, faut dire, qui est tu prends pour 2 semaines. Donc les 2 premières semaines là, sont payées. Alors, il y a une petite troisième disposition qui se trouve dans cette provision que j'ai appelée Family First Coronavirus Response Act. Mais elle concerne beaucoup plus le business. Je vais développer cette partie dans la partie business. En gros, c'est un tax credit qu'on donne aux entreprises qui, en fait, vous payent ces family leave là. Donc, en fait, ce n'est pas de l'argent gratuit. Je vais développer ça sur la troisième partie qui permet d'inciter les business owners de continuer à faire du business. Parce que toutes les dispositions sont mises pour que chacun puisse continuer à faire du business. Tu as seulement besoin de repenser ta stratégie. Donc, voilà comme ça les mesures prises par le gouvernement pour le unemployment concernant le Family First Coronavirus Response. C'est évident, n'est-ce pas, qu'il y a aussi, comme j'ai dit tantôt, une autre disposition du unemployment qui se trouve dans la grosse loi qu'on a appelée CARES et qui a été signée, je crois, vendredi par Donald Trump, le président. Alors, qu'est-ce que cette disposition fait? Cette disposition vient en gros, qu'est-ce que j'allais dire, étendre ou encore augmenter le montant que chaque personne qui finalement a décidé d'appliquer pour le unemployment. La première disposition que j'ai décrite avant, en fait, t'empêche même te dissuade d'appliquer pour l'unemployment. Parce que tu peux prendre le sick leave, tu peux prendre le family leave. Ça sert donc à quoi d'aller appliquer pour le chômage quand tu peux être à la maison et continuer à être payé? Combien est-ce qu'on sera payé? On va entrer dans d'autres détails. Déjà, savoir que tu peux être payé. Alors, la disposition qui se trouve dans le CARES Act qui concerne le unemployment, c'est celle qui, comme j'ai dit tout à l'heure, augmente combien est-ce que chaque personne qui est dans le chômage peut toucher. Alors, qu'est-ce qu'elle fait la disposition? La première chose qu'elle fait, c'est qu'elle augmente la couverture des individus, augmente le champ d'éligibilité des individus qui sont censés faire la demande pour le unemployment. Ça veut dire qu'elle rend les conditions plus faciles, plus accessibles du fait de ce qui existe maintenant. La deuxième petite mesure qui est contenue dans cette loi, cette provision qui est contenue dans la grosse loi, c'est que la couverture d'un employment va jusqu'à 39 semaines. Ça veut dire que tu peux prendre cet unemployment, tu appliques un employment maintenant, tu peux recevoir le unemployment pendant 39 semaines. C'est-à-dire que je ne sais pas combien ça fait en termes de mois à partir de maintenant. Chacun peut calculer pour savoir s'il commence à prendre un employment en avril. Chacun peut savoir à combien est-ce que, quand est-ce que ça pourra s'arrêter. Alors, la troisième petite mesure qui est prise dans cette disposition de la loi CARES, c'est l'augmentation de l'argent qui est en principe normalement disponible pour chaque personne qui applique pour le chômage. Et ce montant, c'est combien? C'est $600 par semaine. Il faut bien écouter. $600 par semaine qui est un montant ajouté au montant que chaque personne, en principe, dans les conditions normales, devrait recevoir lorsqu'il applique pour le chômage. $600 par semaine. Et on dit
tu peux le prendre pendant 39 semaines. Alors, la troisième disposition, c'est le Waiting Week Waiver, comme ça qu'ils ont appelé ça. Quand tu appliques, tu as parfois une semaine d'attente pendant laquelle c'est l'étude et c'est pas compté. Parce qu'en principe, lorsque tu fais une demande, ça doit compter à partir du jour où tu as déposé ton dossier. On compte à partir de là quand tu as approuvé. Quand tu as approuvé, on compte à partir du jour où ton dossier est accepté. Mais beaucoup d'États ne sont pas en train d'accepter, beaucoup de states ne sont pas en train d'accepter cette mesure. Alors, il y a des mesures incitatives que le gouvernement a fait donc pour pouvoir permettre à tous les États. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des mesures incitatives aux États de favoriser l'accès à tout processus en employment aux États-Unis en ce moment. Une des mesures, c'est que le gouvernement leur a dit, OK, ne leur perdez pas du temps. Pendant les premières semaines, nous allons vous payer ce que vous payez à ces gens. Donc, voilà ce que le gouvernement dit à chaque État. Pour que chaque État immédiatement essaie de processer très rapidement les procédures en employment. Alors, une dernière mesure, c'est voir, ça ne concerne pas les individus. Une petite disposition, j'allais dire, qui se trouve dans cette loi ou alors dans cette provision. C'est beaucoup plus pour ce qu'on appelle non-for-profit, les ONG. Ça concerne les ONG et les organisations gouvernementales. Donc pour les ONG, le gouvernement dit, OK, on vous rembourse la upfront, c'est-à-dire qu'on vous rembourse 50% de ce que vous dépensez. Puisque les ONG en principe sont les organisations qui sont beaucoup plus à but non lucratif. Alors le gouvernement leur dit, et vous savez, les ONG aussi recrutent des personnes. Donc si tu travailles dans une ONG, l'ONG peut également faire pareil. Mais l'ONG ne va pas seulement attendre le moment où il fait les taxes pour pouvoir prendre le crédit de combien est-ce qu'il vous a payé pendant cette période-ci. Ils peuvent recevoir 50% directement en termes de remboursement de ce qu'ils ont payé aux employés, quoi. Alors, à côté de tout ce que je viens de développer concernant, n'est-ce pas, le Stimulus Package et la disposition de la modification de la loi sur l'employment, il y a autres mesures qui ont été prises aussi bien par le gouvernement fédéral que par le gouvernement des States. Mais c'est évident que beaucoup de personnes ou certaines personnes auront encore des questions sur le contenu en fait des deux dispositions que j'ai développées. C'est vrai, je ne suis pas entré trop en profondeur. Peut-être que je vais faire une autre vidéo uniquement pour adresser chaque question qui concerne cela. Ça veut dire qui doit être éligible, quel corps de métier doit être éligible, combien est-ce qu'on paye déjà, est-ce que c'est même payé le pay sick leave, est-ce que les entreprises sont obligées, n'est-ce pas, de te payer. Donc, ça, c'est autant de questions. Si quelqu'un a des réponses, c'est bon. Si quelqu'un n'a pas de réponse, il peut poser des questions en bas de la vidéo. Puisque je dois encore développer en ce qui concerne les business. Comment est-ce que les business ne doivent pas se sentir lésés, au contraire, doivent être encore plus motivés, puisque par le passé maintenant, pour développer leurs idées. Donc, il y a plusieurs questions qui vont sûrement surgir. Vous pouvez soit écrire, soit m'appeler, ou tout simplement poser la question dans le commentaire. Il y a beaucoup de questions. Donc, d'autres questions pourront, par exemple, qui est éligible? Est-ce que c'est les full-time ou bien c'est les employés ou c'est les part-time? Combien de jours? Donc, bon, je vais plutôt passer à autre chose. J'ai dit, à côté de ces deux dispositions, il y a, n'est-ce pas, d'autres dispositions qui sont beaucoup plus prises au niveau state. Même si ces dispositions sont votées au niveau fédéral, il y a des dispositions qui ont été prises qui n'ont forcément pas trait à l'octroi des finances proprement dit, mais qui peuvent être des mesures incitatives aux populations pour se sentir confortables chez eux.
afin que les médecins, nos soldats de la santé puissent faire efficacement leur travail et que l'ennemi invisible que nous avons actuellement puisse disparaître, rentrer d'où il vient. Alors, il y a ce qu'on a appelé en ce moment une disposition qui a été appelée l'Income Inclusion Spread. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en ce moment-ci, lorsque chaque personne travaille et que tu as un compte de retirement, il y en a plusieurs types. Ce n'est pas le but aujourd'hui, il y en a au moins 5. En état d'urgence, si ce n'est pas un état d'urgence et que tu ailles dans ton fonds de retirement, fonds de retraite, pour retirer de l'argent, peut-être parce que tu vas acheter une voiture ou bien tu veux faire quoi que ce soit, en principe, on te frappe des pénalités dessus. Alors, toute personne qui a des comptes de retirement en ce moment, pendant toute la période de crise, qu'importe le montant d'argent que tu retires dans ce compte, tu n'es pas pénalisé. Et c'est même pas tout. Non seulement tu n'es pas pénalisé, mais tu n'es pas taxé à ce montant total en une seule année. Ça veut dire quoi? En principe, lorsque tu retires, tu as 100 000 dans ton compte de retraite et que pour n'importe quelle mesure, n'importe quelle raison que tu puisses avoir, tu décides de retirer 20 000 $, peut-être compléter pour acheter une maison. En principe, on te frappe des pénalités dessus. Et ces 20 000 $ sont considérés comme income pendant que tu fais tes taxes. Ça veut dire, si en fin d'année, tu as travaillé 50 000, on va supposer que tu as travaillé 70 000. Parce que les 20 000 que tu as prises, c'est un income que tu as. Alors, tu dois pouvoir payer les taxes dessus, sur tous les 20 000. Maintenant, avec cette loi, quand tu prends le même scénario, tu as 100 000 dans ton compte, tu retires 20 000. Maintenant, parce que tu dois survivre, il y a des factures que tu ne peux ne pas payer. Tu dois survivre. Tu retires 20 000. De 1, tu n'es pas pénalisé. Il n'y a aucune pénalité que tu dois payer parce que tu as retiré l'argent. Pourquoi est-ce qu'on te pénalise? Parce que c'est un compte de retraite. Et il y a un âge requis pour pouvoir accéder à ce compte de retraite, qui je crois c'est 59 ans et demi, si je ne me trompe pas. Alors, dans les circonstances actuelles, les circonstances d'urgence pendant lesquelles nous sommes en train de trouver des solutions de sortie, tu peux prendre même tout ton argent si tu veux. Aucune pénalité. Mais si on reste dans le même contexte de 20 000 $ que tu as retiré, les 20 000 $, n'est-ce pas, on ne te taxe pas cela en une seule année. Ça va peser sur toi. 20 000 $, si tu es à un tax bracket de 25%, ça c'est 5 000 $ de taxes que tu payes au gouvernement. Donc, on te dit, les 20 000 $, on va diviser ça en 3 ans. Donc, cette année, on prend les 20 000 $, on divise par 3. Ça fait environ 7 000. Donc, ce n'est que 7 000 qui est considéré comme income. Donc, les 50 000 que tu avais, on ne va y ajouter que 7 000 $ au lieu de 20 000 $. Ça veut dire que cette année, déjà, tu ne vas plus payer les 25% parce que ton tax bracket va sûrement diminuer. Ton tax va diminuer parce que ton niveau d'income n'est plus 75%. 75 000, 70 000, je veux dire. Ton niveau d'income, c'est plutôt 52 000. Je ne suis pas sûr que 52 000, 57 000 appartiennent au même tax bracket que 70 000. Supposons que ça n'appartient pas. Alors, tu es en train de payer pas. Même si ça appartient, le montant taxable est faible. Donc, en fait, tu es en train de payer moins de taxes dans ton income. Ça veut dire qu'ils ont dit, ils ont appelé ça spread. Il te permet de spread ce que tu as reçu, touché aujourd'hui en 3. Ça veut dire, on va augmenter 7 000 sur ton income cette année. L'année prochaine, on augmente encore 7 000. L'année prochaine encore, on augmente encore 7 000. L'année qui suit, je veux dire, on augmente encore 7 000. Donc, tu ne subis pas vraiment le poids en fait du fait d'avoir retiré beaucoup d'argent en une seule année. L'autre mesure qui a été prise, ça a été appelé la suspension, n'est-ce pas, du Federal Student Loan. Donc, presque tous les Américains ont ce qu'on appelle Student Loan. Federal Student Loan. Donc, si tu as un student loan que tu payes, ça veut dire tu fréquentais, tu as pris, l'État t'a mis à disposition. Quand tu travailles, tu dois payer. En cette période,
chaque Américain ou résident américain bénéficie d'une suspension du student loan. Ça veut dire même si tu as donné tout, que tu disais mais comment est-ce que je vais faire pour payer ce student loan parce que je n'ai pas l'argent. Tu n'es pas obligé de payer ça maintenant. Tu payes si tu veux, mais tu n'es pas obligé de payer. Ça veut dire que, et c'est pour cette période, au moins 90 jours. Ça, ce sont des décrets plutôt, ce ne sont plus des lois. Ce n'est pas passé par le Parlement et tout ça. C'est beaucoup plus, beaucoup de mesures. Certains sont dans la loi, mais certains sont beaucoup plus de mesures prises sous forme de décrets, soit au niveau fédéral, soit au niveau des States. Donc, à côté des suspensions de student loan, il y a la suspension, n'est-ce pas, de l'éviction qui est en cours. Ça veut dire que on dit aux bailleurs que vous ne pouvez pas évicter, vous ne pouvez pas expulser un locataire dans la maison en ce moment-ci. Ça, c'est le minimum qu'on donne, c'est 60 jours, ça veut dire 2 mois. C'est-à-dire pendant 2 mois, si un locataire n'a pas payé, le bailleur ne peut pas l'obliger à payer. De la même façon, on a aussi donné un mortgage relief au bailleur de 90 jours même. C'est-à-dire que si tu es maintenant un propriétaire de maison, le gouvernement dit, si tu ne peux pas payer la traite de la maison, tu n'es pas obligé. 90 jours, la banque ne va pas t'arrêter parce que tu n'as pas payé cela. Donc, tout ceci a été négocié avec toutes les institutions qui, n'est-ce pas, offrent des crédits aux particuliers pour construire des maisons. D'abord, il faut savoir que presque toutes ces banques ont l'aval ou ont la sécurité ou ont la protection de l'État lorsqu'ils offrent ces crédits aux particuliers. Bref, donc, et à tout ceci, le gouvernement également sanctionne tous les bureaux de crédit de gâter, comme on dit souvent, ou alors downgrade, comme ils appellent ça ici, downgrade le crédit d'un résident parce qu'il n'a pas payé ceci, parce que vous n'avez pas payé soit votre loyer ou vous n'avez pas payé votre student loan ou encore vous n'avez pas payé votre mortgage, qui est votre traite à la banque pour la maison que vous avez. Donc le gouvernement dit, vous ne serez pas pénalisé parce que vous n'avez pas payé ceci ou cela. Alors, de toutes ces mesures, lorsque chacun parcourt, n'y a-t-il pas quelqu'un qui se retrouve à l'intérieur? Ou encore, de toutes ces mesures, qu'est-ce qui peut encore inciter vraiment quelqu'un de prendre le risque en dehors des personnes vraiment qui sont des personnes dont on a urgemment besoin sur le front line, comme on dit souvent. En dehors de cela, qu'est-ce qui peut donc encore motiver quelqu'un de prendre des risques que je vais qualifier d'inutiles? Des risques pour lui, pour sa famille, pour son entourage, pour tout un pays, pour tout un village, pour dire qu'il va travailler. Donc, c'est ce que j'avais à partager ici concernant les mesures incitatives financières d'accompagnement des individus pendant cette période-ci. Alors, une fois de plus, les Américains disent stay home, stop the spread, save life. Je vous retrouve pour la 3e vidéo qui sera beaucoup plus accentuée sur les mesures qui sont prises également pour permettre au business de continuer à fonctionner, pour des business qui veulent continuer à fonctionner. Des mesures financières bien sûr et des dispositions fiscales aussi. Donc prenez soin de vous, restez à la maison, reposez-vous, prenez des précautions qui sont préconisées par le gouvernement et avec la grâce de Dieu tout ira bien. Merci et à tout à l'heure.